Depuis 2006, il est maître de conférences dans des universités françaises en sciences. Politique et philosophie, acteur de plusieurs publications sur la théorie politique. La politique internationale, la philosophie de l'immigration et de la politique africaine, le professeur André Yinda, lauréat du prix Raymond Aron en 2005 à Paris, est président de la diaspora constructive du Cameroun. Bonjour, professeur André Yinda. Vous êtes président de la diaspora constructive. De quoi s'agit-il? Alors, d'abord, merci beaucoup pour l'invitation. La diaspora constructive du Cameroun, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme de compétences qui réunit en fait des personnalités d'origine camerounaise, mais installées dans la diaspora en Europe et en Amérique du Nord essentiellement. En fait, nous avons une vision extrêmement claire et précise de la façon dont la diaspora aujourd'hui peut jouer un nouveau rôle dans l'accompagnement de l'État sur la manière de gérer les affaires publiques, mais aussi et surtout de transformer en profondeur la société camerounaise. On a constaté de manière tout à fait évidente, après analyse, que les différentes offres qui ont été faites par les diasporas jusqu'ici ont été relativement mises en difficulté, ou en tout cas fragilisées, de telle sorte qu'aujourd'hui, mis à part des initiatives individuelles, il n'y a pas une vraie dynamique de la diaspora qui émerge et qui s'impose de manière crédible. Notre ambition, notre objectif justement, c'est de mettre en place quelque chose qui, de manière réfléchie et en même temps aussi stratégique, va présenter une offre qui va accompagner l'État du Cameroun à améliorer sa capacité à gouverner ses citoyens, mais aussi et surtout à se projeter au niveau des relations internationales. Le monde connaît un nouveau concept, le multilatéralisme. Est-ce que dans la pratique, les pays subsahariens sont-ils toujours considérés comme des pays périphériques? Et quelle place occupent-ils au sein de cette nouvelle économie mondialisée et dans les sphères de la géostratégie? Alors, en fait, le concept du multilatéralisme n'est pas tout à fait un nouveau concept. C'est un concept qui est aussi vieux que depuis que la Société des Nations a émergé. C'est un concept, en fait, qui met en avant la pluralité de relations que les États peuvent avoir au niveau de l'espace mondial. Et donc, c'est essentiellement, en fait, la capacité à intégrer et à jouer un rôle plus ou moins prééminent au sein des organisations internationales. Donc, de ce point de vue, ce n'est pas tout à fait un concept nouveau. Et même s'il existe et qui prend aujourd'hui de plus en plus de l'importance, vous avez tout à fait raison de le souligner, c'est en fait en relation étroite avec la nouvelle configuration des relations internationales aujourd'hui. On voit que le monde est devenu de plus en plus intégré, de telle sorte que les États ne peuvent plus jouer de manière tout à fait autonome, comme ce fut le cas par le passé. Le concept d'État westphalien aujourd'hui a du sens parce qu'il s'intègre justement dans un environnement international où précisément on a des partenaires avec lesquels on doit pouvoir jouer avec confiance, mais aussi avec beaucoup de prudence et beaucoup, je dirais aussi d'intelligence. Parce que le jeu international est un jeu essentiellement d'intelligence et de stratégie. Et donc de ce point de vue, les pays africains, les États africains ont un rôle tout à fait central à jouer, indépendamment de leur statut, indépendamment de leur force ou de leur faiblesse, parce qu'en l'occurrence, quand on parle des États africains, on parle toujours en termes d'impuissance, mais même avec les éléments qui sont dits, entre guillemets, d'impuissance, on a des ressources, on a des capacités qui permettent aux États africains de jouer un rôle majeur dans la nouvelle configuration des relations internationales. Et de quelle manière cela peut être fait? Moi, j'ai toujours développé, en fait, le concept non pas de multilatéralisme pour donner de la valeur aux États africains, mais plutôt le concept, en fait, d'interdépendance. Quand on a compris comment fonctionne aujourd'hui la mécanique de l'interdépendance au niveau des relations internationales, on comprend très bien qu'en réalité, on peut jouer un rôle déterminant dans la façon de négocier le développement économique de son pays, dans la façon de négocier les contrats internationaux, dans la façon de négocier même les accords internationaux pour des questions de stratégie, des questions de sécurité, ou bien les questions même qui sont liées, par exemple, à la gouvernance de la santé aujourd'hui. Eh bien, pour tous ces aspects-là, on ne peut le faire qu'en ayant pleinement conscience de la façon dont aujourd'hui la stratégie de l'interdépendance fonctionne. C'est une stratégie dans laquelle on peut jouer un rôle central
face à des grandes puissances comme les États-Unis ou comme la France, et qu'on peut même déterminer le jeu sur des questions précises, sur des sujets précis, dans un laps de temps extrêmement déterminé, mais où, si on a les ressources nécessaires et si on a la volonté nécessaire, on peut effectivement tirer le meilleur parti de la situation et le faire de manière tout à fait durable. Je pense que, en fait, c'est l'intelligence de l'interdépendance qu'aujourd'hui on doit développer dans la manière de concevoir et de développer les relations internationales africaines. Le 18 janvier 1996 est une date importante qui marque une base constitutionnelle. La décentralisation territoriale, accomplie le 6 décembre 2020. Peut-on dire que c'est une consécration? Alors, en fait, ce que vous dites est tout à fait juste. Il s'agit d'une véritable consécration institutionnelle. On a mis 25 ans, en fait, pour mettre en place une architecture tout à fait complète de la décentralisation territoriale. 25 ans. Et je peux vous dire que quand on bâtit un État, ce n'est pas une chose banale. Prendre autant de temps, c'est absolument nécessaire pour articuler cette architecture institutionnelle parce qu'elle va déterminer la vie de la nation sur une très longue durée. Donc, avoir mis 25 ans pour mettre tout ça en place, ceux qui ne comprennent pas, ils ont tort, parce qu'en réalité, quand on a une certaine conception de la façon dont l'État fonctionne, eh bien, 25 ans, c'est rien du tout par rapport à ce que ça représente comme fondement pour organiser dans une très longue durée la vie de l'État. Et donc, de ce point de vue, c'est une consécration institutionnelle tout à fait indiscutable. La vraie question de fond qui se pose derrière, en fait, cette consécration, c'est toute l'intelligence, en fait, de l'État qui va déployer pour articuler cette consécration institutionnelle pour que du sommet de l'État jusqu'aux collectivités locales les plus territorialisées et les plus à proximité des citoyens, eh bien que cette architecture prenne corps, prenne vie, fonctionne de manière relativement automatique. Et c'est une chose qui ne peut pas se faire simplement parce que l'architecture est là, parce qu'il y a une codification au niveau législatif. Elle doit, elle devra, et elle a intérêt à vivre parce que les citoyens, chacun à son niveau de responsabilité, eh bien, joue le rôle, en fait, qui lui est dévolu dans le cadre de cette architecture institutionnelle. Chacun doit prendre sa part, et ce n'est que parce que chacun aura pris sa part, en réalité, eh bien, que cette architecture institutionnelle sera non seulement une consécration, mais une vraie réussite dans la façon de mettre en place l'État du Cameroun qui va affronter, en fait, les défis des siècles qui vont venir. Il existe plusieurs formes d'État dans le monde. Peut-on dire que le Cameroun, dans sa forme d'État actuelle, est déconcentré, décentralisé, de par l'autorité déconcentrée, les préfets et les sous-préfets? Oui, en réalité, l'État du Cameroun a la particularité à la fois d'être un État déconcentré et en même temps un État décentralisé. Et pour bien comprendre en fait comment ça fonctionne, il ne faut pas considérer que ce sont deux notions ou deux mécanismes institutionnels qui sont en réalité contradictoires. Ce n'est pas le cas. Au contraire, en fait, ces deux mécanismes sont tout à fait complémentaires. L'État a besoin d'une forme de centralité, hein, c'est tout à fait conforme à ce qu'on appelle l'État jacobin, mais qui doit se déconcentrer jusqu'au plus près de ses citoyens, au niveau donc des préfets, des sous-préfets et des chefs de district, de façon à ce que l'autorité de l'État soit percole jusqu'au niveau, des entités les plus proches des citoyens. Ça, c'est une chose, et la vie de l'État dépend essentiellement de la façon dont ce mécanisme fonctionne. En même temps, et ça, la nouvelle intelligence, je dirais, de l'État du Cameroun, c'est de combiner ce fonctionnement, ce mécanisme, avec précisément une forme de décentralisation, une forme d'autonomie des collectivités territoriales et des collectivités locales. En fait, l'idée, c'est de pouvoir dire en sorte que, même si l'État existe dans sa structure, je dirais, jacobine, l'État accepte, choisit de confier une partie de la gestion des affaires publiques à des entités sur lesquelles il n'a pas en fait un contrôle direct. C'est en réalité, si on réfléchit très bien, une forme de démocratisation même du fonctionnement de l'État. Donc la question de la décentralisation permet en réalité de se dissocier de toute suspicion
du contrôle monopolistique de la gestion des affaires publiques dans un État. C'est en cela que le Cameroun, si on analyse rigoureusement les choses, est un modèle institutionnel qui peut être copié et qui peut être déployé ailleurs. C'est la raison pour laquelle moi je considérais que si on a mis 25 ans pour mettre en place la décentralisation, c'est parce qu'il a fallu bien penser, bien articuler sa relation, sa combinaison avec la capacité de la déconcentration de l'État. Et c'est une combinaison qui pour l'instant est en train de se mettre en place. Il faut tout faire pour que cette combinaison réussisse. Au Canada, 10 provinces ont une existence constitutionnelle et 3 sont sous la responsabilité directe du gouvernement canadien. Selon vous, quelle est la particularité qui pourrait être accordée au régime du Nord-Ouest et du Sud-Ouest? Faut-il aller au-delà des résolutions du dialogue national? Alors, en fait, la question de l'État fédéral est une question qui apparaît tout le temps dans le débat politique, hein, un peu comme un serpent de mer. Hein. Et on pense toujours, chaque fois qu'il y a une difficulté, une crise, que ça peut être la solution ou que c'est la solution. Je pense que c'est une facilité de raisonnement dans laquelle je ne veux pas me lancer. Je crois qu'on a une forme de l'État qui est tout à fait conforme à ce qui convient au Cameroun. On a passé 25 ans à mettre en place la décentralisation, on la combine avec la déconcentration de l'État. Cette articulation combinée, comme je l'ai dit, est tout à fait conforme et convient à la situation politique dans laquelle le Cameroun se trouve aujourd'hui. Ça, c'est un fait. C'est un fait fondamental. Et à côté de cela, évidemment, il y a la question de la crise au niveau du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. C'est une question qui doit être analysée à la fois sur le plan institutionnel, c'est-à-dire justement poser la question de la forme de l'État, de manière tout à fait justifiée, mais en même temps aussi sur le plan purement, je dirais, géostratégique et sécuritaire, parce que les deux choses vont de pair. Alors, sur le plan institutionnel, comme on pense, je crois que les propositions qui ont été articulées au niveau du dialogue national constituent un pas tout à fait décisif. C'est une question sur laquelle je me suis déjà clairement exprimé. Il y a lieu aujourd'hui de conférer un statut particulier à ces deux régions du Cameroun. Ça s'impose de manière tout à fait évidente. Mais il ne s'agit pas simplement de déclarer ou de décréter qu'on va leur conférer ce statut particulier. Il faudrait que ce statut soit alimenté, soit nourri par des réalités, par des propositions qui soient des propositions fortes, qui montrent très clairement la volonté de l'État d'aller vers la paix, et en même temps aussi de tenir compte des aspirations des personnes qui sont issues de ces deux régions. Parce que la question de la prise en compte de leurs aspirations est tout à fait fondamentale. Et cette prise en compte n'est pas une prise en compte monolithique, hein, où on ne prend en compte que ceux qui ont pris les armes et qui se battent. On prend en compte à la fois ceux qui ont pris les armes et qui se battent, et on prend également en compte ceux qui n'ont pas pris les armes, ou ceux qui sont une majorité silencieuse, qui ne s'expriment pas, mais qui ont aussi des aspirations. Je crois qu'il faut vraiment mettre en place une vraie plateforme qui va permettre de faire remonter l'essentiel des revendications et des aspirations des gens qui sont issus de cette partie du pays, et de façon à ce que cette plateforme puisse générer une espèce, je dirais, de consensus dans laquelle on pourrait se diriger. Je dirais ça, c'est la réponse à la fois politique et institutionnelle qu'on pourrait apporter à cette question. Mais la réponse au niveau, je dirais, géostratégique et sécuritaire, c'est de dire clairement, avant toute chose, il faut trouver un moyen de retrouver la paix dans ces deux régions. Et la paix est quelque chose qu'il faut mettre en avant, sur laquelle il faut travailler, et travailler au niveau de la paix, c'est une question qui ne dépend pas nécessairement de rapport de force. Le ministre Atangandi a dit clairement que dans les conditions actuelles, il est difficile d'aller vers le dialogue avec les forces qui ont pris les armes. C'est une question qui a tout à fait son sens. Mais en réalité, même quand on est dans une position de force, comme c'est le cas de l'État du Cameroun aujourd'hui, on ne peut pas ne pas renoncer à une opportunité de dialogue, à une opportunité d'aller vers la paix. La question de la paix, je pense que c'est tout à fait dans la philosophie du président Paul Biya, la question de la paix est une question supérieure qui doit transcender toutes les autres formes de questions. Et donc, de ce point de vue, il faut privilégier une résolution de paix qui ramène les fils et les filles du Cameroun qui ont pris les armes dans le giron de l'État
et qui leur confère un statut particulier qui, à mon avis, est une question qui pourrait amorcer en fait la désescalade, parce qu'on est en train aujourd'hui de rentrer dans une forme d'escalade qui ne peut pas durer et qui ne rend service à personne. Nous avons tout intérêt à faire en sorte que justement une offre de paix puisse être conforme à cette aspiration des gens qui ont pris les armes, aussi des gens qui n'ont pas pris les armes. Le peuple camerounais a des attentes de développement. Est-ce que la décentralisation qui rime avec autonomie pourra en elle seule insuffler une dynamique de développement? Oui, de manière tout à fait évidente, on a, si vous voulez, le cadre institutionnel à partir duquel on peut effectivement créer, nourrir une vraie dynamique de développement. Parce qu'en réalité, la question la plus importante, d'abord, c'est la question du cadre. On a mis du temps pour le faire. Une fois que c'est fait maintenant, il faut s'en saisir, il faut s'en approprier et le domestiquer dans le sens, justement, de commencer à insuffler une vraie dynamique de développement. Et cette dynamique de développement est une question qui dépend beaucoup, je l'ai dit tout à l'heure, je le répète, de l'engagement, de la volonté des citoyens qui ont des responsabilités à différents niveaux, à différents échelons du pouvoir décentralisé. Parce qu'en fait, c'est là que ça se passe. La volonté politique, la détermination, l'engagement, mais en même temps aussi, si vous voulez, la capacité à gérer avec honnêteté, avec sincérité, avec intelligence, avec probité, les ressources que l'État va mettre à la disposition des collectivités territoriales décentralisées. Parce qu'en réalité, souvent, c'est là que ça se passe. Si on reçoit une partie du budget, et qu'on ne l'utilise pas de manière intelligente, de manière sincère, de manière à servir l'intérêt général, on aura une vraie difficulté. Donc je crois que tout dépend vraiment de la façon dont ceux qui en ont la responsabilité vont s'en saisir et vont le développer. Donc ça, c'est une chose. En même temps aussi, et c'est l'autre aspect qui est important dans l'articulation de la décentralisation, c'est que les populations elles-mêmes sont en dialogue, en contact direct, immédiat, sans intermédiaire, avec les principaux responsables de leur développement. Donc ils sont capables d'entrer en dialogue avec ces responsables, soumettre leurs difficultés, leurs doléances, comme on dit au Cameroun, en même temps aussi surveiller la façon dont les dépenses publiques au niveau des collectivités territoriales décentralisées seront effectuées. Parce qu'on doit surveiller la façon dont on dépense les ressources de l'État et on doit les évaluer. Et surveiller, évaluer permet qu'aux élections prochaines, on a la possibilité de valider ou de sanctionner les différents responsables qui auraient été portés aux responsabilités dans les élections précédentes. Voilà. Professeur, de quoi dépend le succès de chacune de ces formes d'État unitaire, déconcentré, décentralisé, État fédéral, royauté fédérale unitaire? Le succès, la réussite ou la capacité à être performant de chacune de ces unités politiques, quelle qu'elle soit, à mon humble avis, dépend profondément des citoyens, de la volonté des citoyens qui l'incarnent, qui la vivent au quotidien, de leur capacité à d'abord avoir conscience du fait qu'ils appartiennent à une entité commune qui, au-delà des individualités, au-delà des disparités de type ethnique, régional ou culturel, appartiennent à une entité unique au nom de laquelle ils doivent, en tant que citoyens, agir, qu'ils doivent respecter et pour laquelle ils doivent œuvrer d'une manière ou d'une autre. Mais ça passe par je dirais, des attitudes, ça passe par des actes qui sont tout à fait simples, banals, quotidiens. C'est respecter les lois, c'est payer son impôt, par exemple, c'est être un acteur qui peut prendre des initiatives, quel que soit le niveau où on se trouve, de nature à faire progresser son pays et non pas à le faire reculer. C'est apprendre à prendre la parole où qu'on soit, notamment ici au niveau de la diaspora, mais dans le sens de la construction et pas dans le sens de la destruction ou bien dans le sens de l'affaiblissement ou dans le sens du dénigrement de son État. On doit chacun, à son niveau, à sa manière, à sa façon, avec ses compétences, contribuer à faire de l'entité politique dans laquelle on est aujourd'hui quelque chose qui ait du sens, mais en même temps aussi qui réussisse. Et donc c'est quelque chose qui dépend profondément de chaque citoyen. Ce n'est pas une affaire simplement des institutions, parce que les institutions
en fait, sont des réalités désincarnées s'il n'y a pas de citoyens à l'intérieur qui la vivent, qui l'alimentent, qui la font bouger et qui la font avancer. Il faut bien avoir à l'esprit que des grands pays, quels qu'ils soient, ou quand on voit leur histoire, comme les États-Unis par exemple, je parle de la nation américaine en tant que telle, pas forcément de leurs dirigeants, c'est une nation en fait qui repose sur la volonté et la détermination de chaque citoyen. C'est la puissance citoyenne qui fait des États-Unis la grande puissance qu'elle est devenue aujourd'hui. Ce n'est pas simplement l'État mastodonte qu'on a connu, ou l'Empire, ou l'hégémon qu'on a connu. C'est d'abord la force et la détermination de chaque citoyen. Et d'ailleurs, vous verrez que chaque fois que l'État américain s'est projeté au niveau international, même ses propres militaires, vous voyez quel est le type de lien qu'ils ont avec la patrie, avec le drapeau américain. Eh bien, c'est ce type de lien, c'est ce type de conviction qu'il appartient à chaque citoyen camerounais d'avoir à l'égard de l'État du Cameroun. Pourquoi Camerco a des soucis récurrents de rentabilité? Alors, la question des difficultés de Camerco sont quelque chose qui pose effectivement un gros problème et qui sont un souci pour la plupart des Camerounais, où qu'ils soient, notamment sur la diaspora, qui ont justement l'habitude de voyager et parfois d'être un peu désemparés ou décontenancés, parfois même déçus de la façon dont justement ce symbole du Cameroun à l'extérieur aujourd'hui est en grosse difficulté. Alors, je ne vais pas faire une analyse économique ou financière parce que ce n'est pas tout à fait ma compétence, mais je dirais, parce que c'est ça qui me semble l'élément le plus important, la question de la gouvernance en fait de cette entité est une question qui est centrale. La façon dont cette entreprise est gouvernée, est gérée, à mon avis, est une chose qu'il faut prendre vraiment au sérieux. Et je ne crois pas que le fait d'avoir désigné un militaire, qui en même temps aussi est un ingénieur en aéronautique, soit fondamentalement une mauvaise chose. Parce que je pense que la question de la discipline et la question de la compétence technique sont, je dirais, les deux principales valeurs à partir desquelles on peut commencer à penser au redressement, ou en tout cas amorcer le redressement de cette entité commerciale du Cameroun. Le problème de fond, derrière cet aspect, je dirais, lié à la gouvernance ou au management de Camerco, c'est deux choses. D'abord, le contrôle politique de cette entité. Il me semble que ce contrôle politique doit être maintenu, mais qui doit être maintenu de manière beaucoup plus, je dirais, plus articulée, plus intelligente avec ce qui se passe aujourd'hui dans la façon dont on gère ce type d'entité commerciale. Je crois qu'il faut de plus en plus penser non pas forcément à la privatisation de Camerco, mais à la constitution de véritables alliances avec des opérateurs de par le monde qui ont une réelle compétence en matière de gestion de ce type de compagnie commerciale, qui ont une réelle compétence, qui ont des ressources et qui ont même une certaine réputation, qui c'est l'occasion maintenant de commencer à réfléchir à la formation d'alliances entre Camerco et des entités qu'on aura retrouvées, avec lesquelles on pourra travailler à redresser cette entreprise. Parce que c'est très important de penser la Camerco et de la projeter à long terme, au-delà du contrôle politique monopolistique au niveau de l'État du Cameroun. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui me semble extrêmement importante aussi, c'est d'impliquer de manière beaucoup plus rigoureuse, je dirais, la diaspora dans la façon dont on peut gérer et qu'on peut développer ce type d'entité. La Camerco, c'est la 11e province. Cette 11e province peut être également soutenue, accompagnée par la diaspora du Cameroun. Et cette diaspora n'est pas simplement une diaspora de type consommatrice. Hein. Elle n'est pas seulement là pour payer les billets d'avion pour aller revenir en direction du Cameroun. C'est une diaspora qui peut également contribuer à réfléchir sur la meilleure manière de manager cette société, de la développer et surtout de permettre que ce soit une entité commerciale qui soit florissante. Et c'est tout à fait possible. C'est ce qui se passe avec, par exemple, Ethiopian Airlines. Je pense qu'on peut travailler dans cette direction et l'implication de la diaspora est quelque chose qui doit être central à ce niveau et de manière plus élargie, évidemment, à la façon dont on peut impliquer les acteurs politiques de l'extérieur dans le développement de l'économie du Cameroun. Nous arrivons au thème de cette interview.
de 1960 à 2021, quel est le regard que vous portez sur le Cameroun vu de la diaspora? Alors, je dirais simplement que l'État du Cameroun est un État qui reste un État jeune, c'est évident, si on le compare aux autres États. C'est un État qui connaît ses difficultés, qui a connu ses maladies de jeunesse, qui les a plus ou moins réglées, pas forcément de la meilleure des manières, et qui aujourd'hui est confronté à d'autres types de réalités, d'autres types de difficultés qu'il faut absolument résoudre. Ce qui est important, et je pense que c'est vraiment le message qu'on voudrait faire passer, c'est qu'aujourd'hui, les difficultés du Cameroun peuvent en grande partie être résolues avec l'implication de la diaspora dans toutes les articulations de l'État. La diaspora est une force pour l'État camerounais. C'est une force disponible, c'est une ressource puissante qu'il faut absolument que l'État implique dans le détail, dans le fonctionnement, dans l'articulation des différentes compétences de l'État. Dans différents pans, en fait, de la façon dont l'État fonctionne, dont la société fonctionne, les ressources de la diaspora peuvent être sollicitées, mises à contribution, gérées et amplifiées. Et je pense que c'est vraiment le message qu'on voudrait faire passer, parce qu'on a vu des États, il y a des modèles d'États qui ont même été créés simplement avec la force de la diaspora. L'État d'Israël, existence zéro, est né uniquement avec la force de la diaspora. Et tu as de nombreux États aujourd'hui dans le monde qui ne se développent qu'avec la puissance, la force de la diaspora. Le Cameroun doit rentrer dans cette dynamique pour faire face à ces difficultés, mais surtout pour se développer, donc sortir des difficultés au niveau économique et social actuel, sortir des difficultés de type sécuritaire qu'il y a au nord et au sud-ouest, mais qu'il y a aussi à l'extrême nord, et puis maintenant qui sont signalés au niveau de la frontière centrafricaine. Et bien, ces difficultés de type sécuritaire, comme les autres difficultés, peuvent être abordées, peuvent être gérées, peuvent être, je dirais, accompagnées en termes de compétences et de ressources par ce que la diaspora peut apporter. Et nous, au sein de la diaspora constitutive du Cameroun, on a une plateforme qui a des ressources, qui offre la possibilité à l'État du Cameroun, justement, sur toute une série de compétences précises et spécifiques, la possibilité de résoudre un certain type de problèmes et accompagner l'État, justement, dans la mise en œuvre des solutions qu'on va proposer et dans l'évaluation des solutions qu'on va proposer. La diaspora construit, la diaspora veut continuer à construire, elle ne va pas seulement être là pour la critique ou la destruction, parce que c'est tout à fait regrettable. Elle est là pour la critique. Ça a du sens, la critique. Parce que ça permet justement de challenger l'État. Ça permet de challenger les compétences de l'État. Donc ce n'est pas forcément négatif, la critique. La critique, à partir du moment où elle existe, il faudra maintenant la conduire vers une dynamique constructive. Et c'est dans cette dynamique que nous nous situons. Et nous pensons que l'avenir de l'État du Cameroun dépend profondément de la façon dont la diaspora va être impliquée ou pas. La diaspora construit et la diaspora continue à construire. C'est sur ces mots que s'achève ce numéro. Je vous donne rendez-vous pour le prochain numéro.